Nous sommes dimanche 1er février 2026. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Donner une identité claire à chaque rue, chaque maison, chaque citoyen. À Grand-Bassam, les acteurs du projet national d'adressage affûtent la stratégie pour faire de l'adresse un outil utile, compris et adopté par les populations. Au-delà de la technique, il s'agit d'un levier de gouvernance et de modernisation. L'enjeu, c'est garantir la pérennité des données et améliorer les services publics. À Abidjan, se déplacer reste un défi quotidien pour des millions d'habitants. Dans ce balai urbain, un bac fait toute la différence. Celui des LOCA, gratuit, pratique. Il relie Bingerville à Grand-Bassam par la lagune Ébrié. Un gain de temps précieux pour les travailleurs, les élèves et les commerçants, mais aussi un moment d'évasion pour les curieux au fil de l'eau. Vous le verrez. Après une finale sous haute tension et une décision de la Confédération africaine de football, la Fédération sénégalaise de foot renonce à faire appel des sanctions de la CAF. Suspension, amende, tout est assumé par la FSF. Un signal fort envoyé au football africain au nom de l'apaisement. Nommer les rues, numéroter les maisons, structurer l'espace pour mieux servir les citoyens. À Grand-Bassam, les acteurs du projet national d'adressage réfléchissent à une appropriation réelle par les populations. L'objectif, c'est de faire de l'adresse un outil du quotidien au cœur des démarches administratives et du développement local. Les acteurs du projet d'adressage dans le district d'Abidjan, réunis à Grand-Bassam, ambitionnent de faire rentrer l'adressage des rues dans les habitudes quotidiennes des populations. Objectif, quitter les repérages informels vers des adresses officielles, fiables et universellement comprises. Un dispositif essentiel dans la perspective d'une administration moderne et d'un cadre de vie amélioré. L'adresse devait permettre d'améliorer fondamentalement aussi bien nos circulations sur nos territoires, mais améliorer nos pratiques administratives et bien entendu améliorer notre économie globale. Les sujets sur lesquels échangent les parties concernent notamment les procédures de demande de nouvelles adresses, la délivrance des certificats d'adresse, l'intégration de l'adresse dans les procédures administratives, le partage des données entre administrations, concessionnaires et secteur privé, ou encore la mise à jour périodique de la base de données d'adressage. Aujourd'hui, vous voyez sur les unités d'occupation, les numéros et tout ça, avec le nom de la rue, l'adresse est encore plus exacte. À la fin, on va aboutir au remplacement du certificat de résidence par un certificat d'adresse. Le projet d'adressage d'Abidjan, c'est 12 milliards de francs CFA. La contribution de la Banque mondiale s'élève à 10 milliards. L'adressage est un réel moteur d'inclusion et d'économie, puisqu'il va permettre à l'ensemble des citoyens, au niveau des habitations principales, mais également des entreprises, d'être connectés et d'avoir une lisibilité en termes de localisation et notamment de permettre une meilleure accessibilité aux services financiers, postaux et de déplacement. Au-delà d'Abidjan, le projet d'adressage a déjà été finalisé pour Yamoussoukro, Daloa et Korogo avec des commandes de plaques en cours. Mais il va être étendu à 6 nouvelles villes, à savoir Bouaké, San Pedro, Odiéné, Grand-Bassam, Man, à Bangourou, un investissement de 18 milliards de francs CFA. Un reportage signé Lanciné Bakayoko et Kwadio Kwame Michel. Dans un monde où la diplomatie classique montre parfois ses limites, le sport s'impose de plus en plus comme un langage universel. Quand la diplomatie traditionnelle atteint ses limites, le sport ouvre de nouveaux horizons. Langage universel, levier d'influence et outil de développement, il rapproche les peuples et bâtit des ponts durables. Dans l'espace francophone, cette vision se matérialise à travers des initiatives fortes et engagées. Depuis 7 ans, par exemple, le RIFS œuvre à faire du sport un véritable instrument de solidarité et d'opportunité. Son président fondateur, Justin Anzian, est notre invité dans le magazine du dimanche. Et le RIFS, c'est le réseau international francophone pour le sport. Bonjour, Monsieur Anzian. Tous mes honneurs, Monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Je suis honoré. Alors, on va se retrouver dans une demi-heure et vous allez nous dire ce que c'est que le RIFS, ses missions et ce qu'on doit en attendre. Avec plaisir. À tout à l'heure. Sur nos routes, un instant d'inattention peut voler une vie ou alors la marquer à jamais. Chaque année, les accidents de 2 roues laissent derrière eux des visages brisés et des corps mutilés, dents arrachées,
Mâchoire fracturée, traumatisme lourd, la douleur est souvent irréversible. Dans les services de stomatologie et de traumatologie, chaque minute devient un combat pour réparer l'irréparable. Notre reporter s'y est intéressé pour nous. Suivons alors ensemble ce reportage poignant. Il est signé Delphine Blas. Les accidents de véhicules légers, poids lourds et autres, on en parle chaque jour. Tellement traumatisants. Mais ceux dont on ne parle pas assez, ce sont les accidents de moto, de vélo. En clair, les accidents des deux roues. Et pourtant, la situation est alarmante, parfois dramatique. 37% des décès routiers impliquent les motos et tricycles en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui datent de 2025. Ces blessés et autres victimes, on les retrouve parfois dans des états graves. Retour sur cet accident d'engin à deux roues sur la voie publique. Direction le CHU de Treichville. Un coup de fil et nous rejoignons les victimes aux urgences chirurgicales et en unité de stomatologie. Je suis tombé, je ne sais pas comment c'était passé. J'ai eu ma jambe cassée. Juste à mon arrivée, ils m'ont mis dans leur urgence là-bas. Avec les soins rapidement, tout. En même temps ici en même temps, bon. Les soins se passent de jour en jour. Je me suis retrouvé un peu. Je quittais en livraison en venant à la maison. Et puis, j'étais un peu fatigué. Donc, arrivé au niveau de Félix, j'ai somnolé. J'ai fait sortir de voie. Je suis rentré dans un béton. On a eu à appeler les ambulances. Ils sont venus, ils m'ont pris. On est venu au CHU de Treichville. Et ils ont eu à faire les premiers soins. En tout cas, actuellement, ça va. Un choc violent, une chute, une inattention et soudain, le corps est violemment projeté. Dans ce service hospitalier, près de 70% des patients admis pour traumatisme grave sont victimes d'accidents de deux roues. Le choc est souvent direct, atteignant d'abord le visage et la mâchoire. Mais les blessures ne s'arrêtent pas là. Selon les données du service de traumatologie, plus de 50% des victimes présentent également des fractures des membres inférieurs, notamment des jambes, parfois multiples, nécessitant des interventions chirurgicales lourdes et une longue rééducation. Par ailleurs, plus de 60% des accidentés souffrent de lésions maxillo-faciales sévères, fractures de la mâchoire, dents arrachées, plaies profondes du visage. Sans une prise en charge rapide, ces traumatismes peuvent entraîner des séquelles définitives, tant fonctionnelles qu'esthétiques. Nous sommes dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. C'est le service qui s'occupe des maladies de la cavité buccale, donc stomatologie. Et maintenant, au niveau des os de la face, on appelle la chirurgie maxillo-faciale, donc les maxillaires et puis le visage. Ici, nous avons donc ces traumatisés qui sont arrivés de plus en plus et que nous essayons de prendre en charge. D'abord, ils passent aux urgences de chirurgie où nous avons nos internes qui vont examiner tout le corps parce que lorsqu'on fait un accident, on ne sait pas où le choc est parti. Une fois qu'on sait que la lésion est maxillo-faciale, le patient va être transféré chez nous ici et nous allons le réexaminer, demander des examens qu'il faut. Et une fois qu'on a vu les lésions, nous allons prescrire le nécessaire d'intervention. Pour la prise en charge, il faut aller vite et bien pour éviter des décès. Les médecins urgentistes, les traumatologues et stomatologues s'activent en fonction des cas. Stabilisation du patient, contrôle des saignements, puis réparation des lésions du visage et des membres touchés. Aujourd'hui, la direction du CHU de Treichville a signé un accord avec le Fonds de garantie automobile qui fait qu'il y a une levée de la barrière financière des patients. Donc, lorsque le patient arrive, qu'on sait que c'est un accident de la voie publique, il y a un agent de Fonds de garantie automobile qui vient prendre les renseignements avec le patient, il lance la procédure, prend tous les médicaments qu'il faut pour que nous, on puisse l'opérer le plus rapidement possible. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, environ 85% des patients retrouvent une fonction satisfaisante, qu'il s'agisse de la mastication, de la parole ou de la mobilité. Un résultat qui témoigne de l'efficacité des soins spécialisés. Depuis quelques années, on retrouve parmi les accidentés de la voie publique, les accidents de la circulation, un grand nombre de blessés dus aux accidents, aux engins à deux roues. Il y a besoin vraiment effectivement de sensibiliser
sur la population, sur les lésions, sur la gravité lésionnelle des accidents à l'eau. Donc les frais, vraiment, faites attention à la moto. Portez toujours les casques. Soyez prudent au volant. Et quand vous êtes fatigué aussi, vous devez vous reposer. Les médecins insistent. La prévention reste la meilleure arme. Le port du casque permet de réduire jusqu'à 40% le risque de traumatisme, tandis que le respect du code de la route diminue fortement les risques de fracture des membres inférieurs. Je suis à la maison, on m'appelle que mon petit frère fait accident. Arrivé ici, là, j'ai eu peur. J'ai dit, j'ai fait comment là-bas? Mais arrivé ici, là, je vois que c'est bien passé même. En traumatologie et en stomatologie, chaque prise en charge redonne de l'espoir. Chaque intervention donc permet parfois de retrouver un visage et de remarcher. Accident des deux roues. Sur nos routes, un accident peut voler un sourire. Un document signé Delphine Blas, Ulrich Thibault et Ange Kouassi. La question de la mobilité reste absolument centrale. À Abidjan, se déplacer relève parfois du parcours du combattant. Mais sur la lagune Ébrié, le bac des Loca offre une alternative précieuse et gratuite. Entre Bingerville et Grand-Bassam, il raccourcit les distances et soulage des milliers d'usagers. Un trait d'union entre deux rives, mais aussi un moment d'évasion pour les curieux. Vous allez le voir, c'est un joli sujet signé Mahma Traoré et Lamine Dramé. Vue d'une carte, la situation géographique fait des communes de Bingerville et de Grand-Bassam des territoires voisins, séparés seulement par le prolongement de la lagune de Brié. Faute d'ouvrage de franchissement, rallier ces deux communes revient à traverser le district d'Abidjan en parcourant en voiture une quarantaine de kilomètres de route. Pourtant, cette piste située dans les environs du village Délocaté, commune de Bingerville, mène à un raccourci. Pour le découvrir, allons 3 km plus loin pour nous retrouver sur la rive de la lagune Ébrié, là où sont déjà parqués une dizaine de véhicules et des passagers qui n'attendent que leur tour de traversée à bord de ce bac. Mon véhicule est au niveau du camion blanc et donc je sais que quand je regarde ma position avec les autres voitures, je compte tout au plus 3, 4, jusqu'à 5 véhicules. Bien qu'il y ait un gros camion devant, n'empêche que je pense pouvoir monter au prochain voyage. Des fois, tu as une urgence, tu naïvement penses que quand tu arriveras, tu monteras, tu partiras. Et tu arrives et il y a une longue file. Des fois même, il peut ne pas avoir de file, mais le bac vient à peine de partir. Donc tu dois patienter entre 30 voire 1 heure de temps pour qu'ils puissent revenir, pour te récupérer encore pour traverser. Souvent aussi, quand nous arrivons, bon, ils ne sont pas là. Ou bien soit ils sont là, il n'y a pas assez de véhicules. Donc ils ne peuvent pas prendre au moins 2 véhicules pour traverser. Donc ils sont obligés d'attendre un peu pour qu'il y ait plus de véhicules pour pouvoir traverser. Malgré ces contraintes, l'attente semble être un bien meilleur choix pour certains inconditionnels qui refusent de se risquer aux infortunes du long détour par la route. Ce matin, je suis allé rendre visite à un ami à Bingerville qui est un peu souffrant. Et j'ai pris le bac à 7 h le matin et là je retourne à la maison. Avant la mi-journée, tout a été fait. Très honnêtement, peu importe le temps mis pour la traversée, je préfère passer par le bac. Au lieu de faire le grand détour pour arriver à Bingerville, le bac, c'est vraiment un raccourci pour tout le monde. On n'habite pas loin de là. Donc, on habite à Bribou, en bordure de la lagune, donc c'est pas trop loin. Bassam à Sini ou à l'aéroport, c'est plus court. Pour d'autres passants habitués, les raisons sont plutôt d'ordre professionnel. J'habite de l'autre côté, du côté de Bingerville, et du côté de Bassam, on a des travaux. Voilà, donc pour allier les 2 points, je suis obligée à chaque fois de prendre le bac, qui est plus facile pour nous. Moi, c'est un plombier. Voilà, souvent, il travaille, on va à Bassam pour aller travailler, pour revenir. Le bac n'est pas là, c'est tout le programme est gâté, quoi. Parce qu'il faut aller faire un grand tour encore pour pouvoir aller à Bassam. Voici le mastodonte flottant de 50 tonnes, arrivant à peine de Vitré, village de la commune de Grand-Bassam, où est situé l'autre point d'embarquement. L'exercice est le même à chaque navette. Une fois le débarquement effectué,
Embarquement immédiat pour une nouvelle traversée, non sans un respect formel des consignes de sécurité édictées par l'équipage. Vous allez bien? Vous avez vu les consignes de sécurité? Vous avez pris connaissance au moins? On leur demande de ne pas fumer sur le bac, de ne pas boire l'alcool sur le bac, de ne pas s'asseoir sur les rambades, de ne pas pêcher à travers le bac. Alors, donc, voilà toute cette série de consignes que nous donnons aux usagers afin d'avoir un passage en toute sécurité. Une fois les passagers installés, vient l'étape de la disposition des engins roulants à la surface du bac. Pour cette manœuvre de conduite, les conducteurs doivent faire preuve d'habileté et surtout être chanceux de figurer parmi les 10 véhicules de type léger que le bac Deloka peut transporter par voyage et même parfois moins quand des poids lourds s'invitent. Ciment, combien de tonnes? 20 tonnes. On va mettre 4 véhicules. 4 véhicules et puis lui ici. Voilà. Là, ça fait ma charge. Voilà, un peu plus respecté. Lui, déjà, il fait 20 tonnes. Si on met les 4 petites voitures, ça vaut ma charge, quoi. Cette capacité d'accueil limitée est loin de décourager, car le parcours via le bac Deloka permet aux passants de contempler le paysage autour de la lagune Brié et de respirer de l'air frais durant 15 à 17 minutes le temps de traverser le chenal de 1,6 km, ce qui fait du bac Deloka un objet touristique que viennent découvrir quelques curieux. J'ai vu une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui a traversé et moi j'habite à Riviera Palmeraie. Donc aujourd'hui j'avais rendez-vous à Bassam. J'ai entraîné ma famille avec moi ce matin pour découvrir. Sur la petite piste là, non bitumée, je disais, ça me donne l'impression que je suis au village. On a rigolé un peu, mais vraiment très belle impression. C'est ma première fois de passer sur le bac pour aller à Bassam. J'ai dû une fois à Dakar, j'ai pris le bac. Donc ici, je viens essayer pour la Côte d'Ivoire, donc j'ai pas peur. Les différentes navettes effectuées chaque jour entre 7h30 et 18h30 font que le bac Deloka arrive à transporter en moyenne 10 000 passagers par mois et plus de 3 000 véhicules. Et tenez-vous bien, le passage est gratuit. Le moteur, lui, tourne grâce à l'appui financier du Fonds d'entretien routier dans une synergie d'action avec l'Agence de gestion des routes AGEROUTE qui a en charge l'aménagement et l'exploitation du site depuis 2019. Avec l'affluence croissante, il est de plus en plus question d'améliorer la qualité du service. Le bac, normalement, il fonctionne en 7h30 et 18h30, mais il y a des moments où on a une forte affluence. Donc, on a passé un marché pour que ce site-là puisse être éclairé afin de pouvoir, au moment des affluences, de pousser jusqu'à 2 fois à 19h30 et fermer plus tard à 20h. Et aussi la question de pouvoir mettre un deuxième bac aussi est en cours de réflexion pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de nos différents usagers. Mieux, il est prévu par l'État la réalisation d'un pont entre Bingerville et Grand Bassam dans cette zone, un vœu longtemps chéri par les populations qui marquera la fin des activités de ce bac, un destin similaire à celui du bac de Jacquesville. En attendant, sans se douter de rien, le géant flottant Deloka poursuit sereinement ses navettes, continuant à procurer bonheur et soulagement à des milliers de passants. À la découverte du bac Deloka, un magnifique document signé Mahama Traoré et Lamine Dramé. Protéger les vies commence aussi par l'information. Tabac, alcool, substances illicites, les addictions menacent de plus en plus la jeunesse. Face à ce fléau silencieux, les médias sont appelés à jouer un rôle de sentinelle. À Abidjan, le premier salon international dédié à la prévention des addictions juvéniles a été lancé pour former, sensibiliser et protéger. C'est donc un engagement collectif pour sauver des trajectoires de vie. En Côte d'Ivoire, les addictions sous toutes leurs formes, surtout en milieu juvénile, connaissent un taux de prévalence inquiétant selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette réalité,
Le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire initie le premier salon international des médias sur la prévention des addictions. Ce salon vise à mobiliser toutes les énergies, les hommes des médias, les blogueurs, les influenceurs, les cinéastes, tous ces acteurs du monde de l'audiovisuel comme du monde de la communication pour ensemble conjuguer nos efforts afin de sensibiliser davantage les jeunes contre les addictions, drogue, tabac, chicha, surtout ces nouveaux produits du tabac qui détruisent la jeunesse. Nous sommes prêts à les accompagner pour que cet objectif-là puisse être atteint. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a décidé d'accentuer, d'intensifier la promotion de la santé. Effectivement, c'est un fléau qui prend de l'ampleur et ça détruit notre jeunesse. Et si ça détruit notre jeunesse, c'est toutes les composantes de la société qui doivent se mobiliser pour mener cette lutte de façon ardue. Et je pense que si les médias se lèvent pour lutter efficacement contre le tabagisme, ça va porter. Dans le cadre de ce salon, une campagne de sensibilisation sera menée dans les établissements scolaires de février à mars prochain. Et du 23 au 25 avril, le Centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara abritera des formations à l'endroit des acteurs et partenaires des médias. Un reportage de Yves Niazalé, Grace Kando, Désiré Afo et Abou Soro. À Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la ferveur et la reconnaissance ont réuni fidèles et autorités. Une messe d'action de grâce célébrée en l'honneur du nouvel évêque métropolitain de Korogo, un moment de prière, de communion et d'unité autour des valeurs spirituelles. C'était en présence des ministres Bruno Nabagné-Koné, Amadou Koulibaly et de notre reporter Charles Tatou. Kouto fait partie des localités du Nord qui ont été très favorables à l'évangélisation des premiers missionnaires catholiques arrivés en Côte d'Ivoire. Le département a en effet produit un prêtre catholique, l'abbé Armand Koné, qui vient récemment d'être promu évêque de l'archidiocèse de Korogo. Fruit de plusieurs stratégies et efforts d'évangélisation, le nouvel évêque métropolitain de Korogo est le symbole de la bonne moisson spirituelle de l'Église catholique de Kouto. Le moment est donc venu pour les populations de sa ville natale, toutes confessions religieuses confondues, avec à leur tête Bruno Nabagné-Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, de célébrer sa promotion à travers une messe d'action de grâce. Messe qui a vu aussi les fidèles musulmans et chrétiens de la ville de Korogo effectuer nombreux le déplacement, avec à leur tête également le ministre de la Communication Amadou Koulibaly pour le soutien à leur nouvel évêque. C'est la marque de la longévité, de la résilience de cette église-là dans notre région, dans notre département. Donc nous sommes ici pour affirmer cela et pour apporter notre soutien fraternel à celui qui est aujourd'hui le plus illustre des chrétiens de Kouto, qui est Monseigneur Armand, qui est l'archevêque métropolitain de Korogo. Donc nous sommes là pour prier également pour qu'il réussisse sa mission à la tête de l'archidiocèse de Korogo. Nous ne sommes point surpris donc, de cette promotion qu'il a eue et qui, de notre point de vue, est un exemple. Monseigneur Armand, c'est un modèle de persévérance dans la foi, c'est un modèle de résilience, c'est un modèle de sacerdoce, mais surtout de travail bien fait. Donc nous le souhaitons en tout cas bon vent. Bientôt, c'est le centenaire de l'église catholique de Kouto. Le lancement des préparatifs de cet événement religieux a clôturé la messe d'action de grâce. Face aux défis du monde moderne, les médias chrétiens renforcent leurs capacités. À Abidjan, la 7e édition du FOMECAF réunit près de 50 médias francophones. Résilience, responsabilité et lutte contre le radicalisme au cœur des échanges. 3 jours de réflexion donc pour une communication éthique et engagée. Grace Agbo, Walter Amado Ouattara, Désiré Afo, reportage. Renforcer les capacités des médias chrétiens pour lutter contre le radicalisme en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de cette 7e édition du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. 3 jours durant,
radio et télévision chrétienne vont réfléchir autour de plusieurs thématiques. Il y aura des plénières. La première plénière que nous avons qui va nous présenter un peu la situation en Afrique de l'Ouest. Et la deuxième plénière qui aura lieu le jeudi matin va nous présenter également la réponse, ou on va dire les possibles réponses ou solutions que nous pouvons apporter en tant que médias chrétiens à l'avancée de ce radicalisme. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, espère que cette session de formation permettra aux médias confessionnels de mieux appréhender les réalités auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Nous devons prendre sur nous toutes les aspérités auxquelles nous assistons et nous devons, à partir de ces dérives, de ces aspérités, construire un monde nouveau et c'est le propre justement des religions. La présente rencontre vise également le renforcement de capacités des participants afin de faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers la production de contenus responsables. Le fait d'apporter des solutions au niveau de la formation, au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'éducation à nos auditeurs est très importante en ce sens que cela leur permet de mieux se conduire, de mieux se comporter au niveau de la société. Créé depuis 2019 au Togo, le Forum des médias chrétiens de l'Afrique francophone a pour mission principale de structurer les médias chrétiens face aux défis actuels de la communication d'environ 15 pays d'Afrique. Après plus de 40 ans au service de l'État, le préfet de région du Poro, André Okponon, tire sa révérence. À Korogo, autorités et forces vives ont salué un parcours d'exception, un homme de rigueur, de loyauté et d'engagement républicain. Un passage de témoin empreint d'émotion et de reconnaissance. Reportage à Mississauga, notre correspondante sur place. Après plus de 40 ans au service de l'État, le préfet de région du Poro, André Okponon, fait valoir ses droits à la retraite. Je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli et la certitude que le Poro est en de bonnes mains et que l'administration de cette belle région, sans aucun doute, sera être animée par des administrateurs compétents. Durant plus de 40 ans de service, André Okponon a marqué les esprits par sa rigueur, son engagement et sa disponibilité. Les autorités locales et traditionnelles ont salué son apport au développement et à la stabilité de la région. Vous avez su instaurer un climat de respect, de dialogue et de confiance. La qualité des relations que nous avons entretenues avec vous resteront gravés dans nos mémoires. En expérience, c'est une bibliothèque qui part. C'est un homme qui a été passionné de son travail, de ce qu'il fait. Un homme très rigoureux et à chaque occasion, c'était un apprentissage avec lui. M. André Okponon n'était pas seulement qu'un grand administrateur de l'État, il était un père, il était un guide. Tous les agents et fonctionnaires de Korogo, le préfet André Okponon était un modèle. Le préfet intérimaire Michel Hortense Amani, préfet de Dikodougou, a appelé à l'unité et à la mobilisation de tous les acteurs pour assurer la continuité des missions de l'État et la stabilité de la région du Poro. Le préfet André Okponon qui passe donc le témoin à son successeur. En Guinée-Bissau, après 2 mois de tension, plusieurs figures de l'opposition retrouvent la liberté. Domingos Simoes Pereira demeure toutefois en résidence surveillée. Une décision contestée par l'opposition et les défenseurs des droits humains. La CEDEAO salue une avancée mais appelle à une libération complète. Dans l'est de la RDC, un drame humain d'une ampleur tragique. Un éboulement a englouti des centaines de creuseurs artisanaux à Roubaïa. La pluie a déclenché l'effondrement d'une colline entière. Blessés pris en charge. Recherche toujours en cours. Un nouveau rappel des dangers de l'exploitation minière artisanale. Derrière les minerais, ce sont des vies précaires qui s'éteignent dans l'indifférence. Et ce drame relance avec force la question de la sécurité et de la régulation des sites miniers.
Football, après la CAN 2025, le Sénégal choisit l'apaisement. La fédération sénégalaise renonce à tout recours contre les sanctions de la CAF. Une décision assumée malgré de lourdes amendes et suspensions. Responsabilité financière et volonté de tourner la page, un choix stratégique qui privilégie la stabilité à la confrontation institutionnelle. Le Sénégal mise désormais donc sur la reconstruction et l'image d'un football responsable. Au-delà des sanctions et des compétitions, et si le sport devenait un véritable levier de développement et d'influence? Place au magazine d'Histoire. Bienvenue donc dans le magazine du dimanche. Le sport comme moteur d'opportunités d'émancipation. Le RIFS accompagne les athlètes francophones vers l'excellence et l'insertion. Formation, diplomatie sportive, solidarité, une vision innovante. Son président fondateur est avec nous pour partager son combat et ses ambitions. Merci encore, Monsieur Anzian. Justin Anzian, merci d'avoir accepté notre invitation et ensemble, suivons ce reportage. Créé en 2018, le réseau international francophone pour le sport œuvre pour la valorisation du sport dans l'espace francophone. Il met un accent particulier sur les disciplines dites mineures. Fondé par Anzian Justin, président international, le RIF est un outil de coopération et de diplomatie sportive. Il contribue également à la professionnalisation des acteurs du sport. Présent dans 9 pays, le RIF organise des séminaires et des activités de formation. Ces actions visent à renforcer les capacités des sportifs au profit des fédérations, des journalistes et des acteurs institutionnels. L'organisation a déployé plusieurs programmes, notamment Sport et Vie, Sport et Autonomisation de la femme, un binôme indissociable, et Amazon du RIFS, pour ne citer que cela. Le RIFS ambitionne de faire du sport un moteur d'économie, d'identité et de cohésion sociale. À long terme, il souhaite contribuer à une mondialisation plus solidaire, permettant aux athlètes francophones de vivre dignement de leur passion. Monsieur Anzian, bonjour encore. Alors, c'est quoi les objectifs du RIFS? Les objectifs du RIFS résident tout naturellement. On va parler dans un premier temps de notre objectif majeur, qui est le fait de favoriser la facilitation pour une meilleure coopération sur l'ensemble des enjeux sportifs dans l'espace francophone. Le RIFS travaille pour la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Et comme l'élément l'a dit, depuis 7 ans maintenant, nous sommes engagés à travers 9 pays à l'effet de pouvoir impacter non seulement les États, mais aussi les acteurs sportifs qui constituent notre cible majeure. Et quelles sont ces valeurs-là, les valeurs dont vous voulez faire la promotion? Les valeurs d'égalité, d'équité, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de solidarité, les valeurs de paix, les valeurs de grandeur. Et aujourd'hui, la question du sport constitue une thématique et un enjeu global à l'effet de pouvoir aider les acteurs sportifs qui font aussi partie des peuples et dont les vies en dépendent. Donc, le réseau international francophone pour le sport, dont le siège mondial se trouve en Côte d'Ivoire et le siège Europe en France, à Paris, depuis 7 ans maintenant, essaie à travers nos différents programmes de pouvoir faire du bien à ces acteurs sportifs-là qui souvent et par moments sont oubliés. 7 ans d'existence, si vous deviez déjà dresser un bilan, vous diriez quoi? Alors, c'est un bilan assez prometteur parce que le RIFS fait son petit bonhomme de chemin. Je peux vous assurer que notre ambition est vraiment grande de faire du sport un véritable levier de coopération et surtout de diplomatie sportive. Parce que, vous savez, au-delà de la question d'activité physique encadrée, le sport aujourd'hui constitue une autre mondialisation. Le sport est devenu une véritable industrie qui fait rayonner les nations et qui surtout va là où cette diplomatie classique-là ne réussit pas à impacter et à arriver, surtout en termes d'objectifs concrets. Aujourd'hui, les exemples sont légion. Les nations rayonnent, les peuples réussissent à s'affirmer à travers cette opportunité grandiose
que donne le sport aux nations. Et en quoi, Monsieur Onzian, en quoi le RIFS se distingue-t-il concrètement des autres organisations sportives? Alors, le RIFS, comme je l'ai dit, se distingue de façon naturelle et concrète des autres organisations sportives à travers deux aspects majeurs. Le premier aspect, ce sont bien sûr nos axes stratégiques, donc qui résident dans la formation, dans le développement, dans la promotion de l'éducation, dans l'inclusion, dans l'innovation et surtout dans la durabilité. Alors, le deuxième aspect qui favorise la particularité du RIFS, c'est la proximité avec les acteurs sportifs. Vous savez, nous servons de tremplin entre les bailleurs au développement de l'économie sportive et les acteurs au développement de l'économie sportive. Nous pratiquons leur vie, nous sommes avec eux jour et nuit, nous connaissons leur réalité, nous connaissons leurs difficultés et nous apportons des solutions concrètes à travers nos différents programmes. Le premier programme déjà qui fait jusqu'à aujourd'hui beaucoup de bien aux acteurs sportifs, c'est le programme Sport et Vie, qui est un programme qui est aujourd'hui très connu, qui a réussi à réaliser plus de 11 projets à travers les différents pays dans lesquels on existe. Et Sport et Vie compte aujourd'hui plus de 6800 acteurs sportifs accompagnés, appuyés et entraînés. Et à côté de cela, nous avons le sport avec elle. Parce que, vous savez, M. Diaby, la question de la femme constitue une cible prioritaire, un enjeu total pour le monde et surtout pour le développement des nations. Et la femme, aujourd'hui, fait partie de nos valeurs. Nous avons un projet dont la Côte d'Ivoire a bénéficié du pilote, le projet d'autonomisation de la femme à travers le sport, qui d'ailleurs, le 28 février prochain, va marquer de son empreinte pour la première phase. Et le dernier programme sur lequel nous évoluons depuis 7 ans maintenant, c'est le programme Sporama. Sporama, c'est un véritable marché du développement de l'économie sportive. C'est une opportunité pour tous les acteurs sportifs de l'espace francophone de pouvoir comprendre, connaître et avoir l'information des opportunités qui résident dans l'espace francophone en termes de sport. La première édition a fait du bien et a tenté de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Ici, en Côte d'Ivoire, très bien appuyé par les autorités ivoiriennes. La seconde édition nous a permis de pouvoir créer une émulation lors des Jeux olympiques et paralympiques en France. Et la troisième édition a favorisé des liens au Maroc. Et quand vous parlez de sport, est-ce qu'il y a des disciplines qui sont concernées spécialement? Toute discipline et tout acteur sportif confondu. Tout le monde nous intéresse. Comment le RIFS se fait vivre l'idée de francophonie des peuples? Vous savez, la francophonie, de par son existence, a une véritable synergie avec ses opérateurs directs. Ensuite, la société civile. Et au-delà de cette question, la francophonie crée ce maillage-là entre ces différents acteurs, les peuples et les nations. La francophonie crée une synergie avec la société civile. On parle donc de francophonie des peuples. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans notre matérialisation d'action, c'est bien sûr cette proximité qui existe entre le RIFS et les acteurs sportifs. Vous savez, à un moment donné, on a l'impression de ne pas compter les acteurs sportifs au titre des peuples, des nations, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont des problèmes réels, je peux vous l'assurer. Et nous, quel type de difficultés? Les difficultés d'impact, les difficultés d'assurance, de positionnement, de mobilité, d'affirmation de leur talent, de visibilité, de lisibilité même des athlètes. Je prends un exemple simple. Lorsque vous vous retrouvez dans des grandes compétitions où malheureusement il y a des disciplines olympiques dont les pays africains n'arrivent pas à affirmer et n'arrivent pas à se positionner en termes d'athlètes, vous savez, lorsqu'un athlète n'arrive pas à se positionner à une compétition internationale, c'est une vie qui est quelque part biaisée. Il ne fait que ça, il vit de ça. Donc, la francophonie des peuples, pour nous, c'est cette proximité, ce balai naturel qui existe permanemment entre le RIFS et
son cœur de cible. Vous pensez réellement, M. Anzian, que le sport peut rapprocher les États là où la politique échoue? Tout naturellement. Vous savez, comment? Je prends l'exemple des Jeux de la francophonie. Je prends un second exemple des Jeux olympiques et paralympiques qui ont réuni dernièrement plus de 200 nations. Et je peux vous assurer que, vous le savez mieux que moi, le monde au départ était bipolaire. Aujourd'hui, nous évoluons dans un multilatéralisme orchestré, où le clanisme prend son sens avec l'affirmation permanente de la souveraineté des États. Alors, lorsque on n'a pas des entités pareilles qui déjà encadrent tout le monde autour d'une seule et unique règle, j'ai parlé du sport, on ne peut pas dépasser les limites, on ne peut pas affirmer les cultures, on ne peut pas se positionner. Mais tous les 200 nations qui étaient en France lors des Jeux de la francophonie n'étaient pas alliés de la France. Lorsque vous prenez l'exemple de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la Côte d'Ivoire a organisé avec maestria, et ce qui me permet d'ailleurs de saluer le leadership affirmé du chef de l'État, ainsi que de tous les acteurs politiques et administratifs de la Côte d'Ivoire, la CAN, aujourd'hui, a favorisé un impact économique sur la Côte d'Ivoire. Regardez la dernière CAN au Maroc, 10 ans d'appui, 10 ans de professionnalisme, 10 ans de développement. Il n'y a que le sport qui peut favoriser ces liens entre les différents États et qui peut raffermir davantage cette politique internationale. Vous annoncez près de 6800 acteurs du sport accompagnés. Hein. C'est quoi le type d'accompagnement? C'est la formation. Vous savez, l'essentiel de notre action à travers ce programme Sport et Vie, c'est la visibilité des talents, la lisibilité des acteurs sportifs, la reconversion aisée après le sport et surtout la visibilité des sports dits mineurs. Alors, la formation, quel type de formation? Formation sur les nouveaux métiers du sport, parce qu'aujourd'hui, les métiers du sport créent de l'emploi. Et nous avons des thématiques comme le management du sport, le marketing sportif, la logistique du sport et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est peut-être pour ceux qui veulent intégrer le domaine du sport. Si je suis déjà basketteur, oui. Comment je profite de quelle formation? Vous profitez d'une formation en leadership, par exemple, en management, parce qu'à la fin de votre carrière, vous aurez besoin de pouvoir vous affirmer et de pouvoir avoir une reconversion aisée. Comment le RIFS finance ses actions? Tout naturellement, comme toute association, et vous nous donnez une opportunité de lancer davantage d'appels. Parce que le RIFS, aujourd'hui, vit de dons, de legs, d'appui, d'appels à candidature, de projets, de soumission de projets, et étant un véritable tremplin entre les bailleurs et les acteurs au développement de l'économie sportive, nous avons davantage besoin d'appui parce que la demande est énormissime. Les acteurs sportifs ne cessent de frapper à la porte du RIFS parce que nous touchons du doigt les différentes préoccupations et les problèmes. Alors, je parlais tout à l'heure de formation. Tous les acteurs sportifs, même les journalistes sportifs, les présidents de fédérations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans toutes les nations, tous sont formés, sont appuyés et formés par le RIFS. À travers nos partenaires. À vous entendre, par le RIFS, par le sport, on peut tout réussir. Pourtant, face à des grands enjeux comme le chômage ou l'immigration clandestine, par exemple, le sport semble un remède insuffisant, non? Et d'ailleurs, cela me permet de pouvoir faire la transition entre un projet que nous avons développé sur l'immigration irrégulière en milieu sportif. Parce que vous faites appel ici à des enjeux globaux et de véritables réalités. Mais le sport va au-delà. Le sport peut régler ces problèmes. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas? Mais c'est en cela que réside notre existence. Aujourd'hui, nous voulons créer cette synergie d'action entre les États, les collectivités territoriales, les acteurs majeurs de décision et les organisations sportives qui connaissent les réalités du terrain. Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, quitte ces nations et qui va vers le pays du Nord de manière clandestine, c'est pour un intérêt d'Eldorado sportif. Et aujourd'hui, la difficulté réside dans les infrastructures, dans plusieurs autres difficultés
que nous sommes prêts à faire remonter avec beaucoup d'intérêt. Et nous avons terminé. Je vais vous demander d'adresser un message, si vous en avez un message direct, par exemple, aux sportifs francophones. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, moi, j'ai un message qui s'adresse à deux cibles. La première, ce sont les États. Vous savez, aujourd'hui, la diplomatie sportive constitue une autre mondialisation, le véritable remède du développement des nations et de la promotion des peuples et des cultures. Deuxième cible. Alors, je veux adresser cet appel-là à ce que les États intègrent cette synergie et cette politique dans leur politique nationale de développement. Les jeunes, je veux interpeller les jeunes sur les métiers du sport qui sont grandement pourvoyeurs d'emplois. Il faut s'y donner, il faut s'engager dans cette formation-là à l'effet d'aider à la matérialisation tout naturelle des politiques nationales de développement. Merci beaucoup. C'est moi. Le sport comme levier d'unité, le sport comme levier de paix, d'opportunité, de paix. Le pari est ambitieux, mais l'enjeu est majeur. Merci en tout cas, Justin Anzian, d'avoir partagé votre position, votre vision, votre engagement au service de la francophonie des peuples. Je ne cesserai de vous dire merci. Merci encore. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir ce journal sur RTI Play et tous nos canaux digitaux. À la semaine prochaine, vendredi 13h.